relation, c'est quand même aussi deux individus qui ont leur individualité, ces deux cercles qui sont là, et quand tu les fais se rencontrer, la relation, c'est le petit truc qui est au milieu là, de la rencontre des deux. Et aujourd'hui, moi, c'est dans le côté engagement et le côté tout ça, parce qu'il y a tellement de côté développement personnel, etc., que beaucoup se disent, moi, mes limites, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et du coup, le couple, ce sera que comme ça, que s'il accepte ci, si elle accepte ça, machin. Tu vois ce que je veux dire ? Bienvenue dans le podcast Les Chroniques de Bisous. Je suis Pauline, votre animatrice dévouée. Bisous est une agence de rencontres nouvelle génération qui souhaite ralentir la course au match pour revenir à des rencontres hors téléphone et avec davantage de spontanéité. Chez nous, pas d'algorithme, pas de swipe, mais des matchmakers humains qui sélectionnent des profils sur mesure pour vous. Préparez-vous à plonger dans l'univers de l'amour, des rencontres, du dating, du célibat et des relations longues. Attachez vos ceintures, c'est parti pour une aventure palpitante avec les Chroniques des Bisous. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on accueille Bertrand du compte Instagram Bouffonnade. Salut Bertrand. Salut Pauline. Tu vas bien ? Ça va très bien et toi ? Oui. Merci d'être avec nous pour ce podcast. Aujourd'hui on va parler de l'importance de bien se connaître. C'est un sujet que tu connais très bien d'ailleurs. Je me connais très bien, Tu te connais très bien, effectivement. Déjà, comment est-ce que tu en es arrivé à créer ce compte Insta Bouffonnade ? Bouffonnade. Alors, ce compte, je l'ai démarré au deuxième confinement. Okay. Le contexte, je te le repose en 3 secondes. Donc moi, j'ai fait un burn-out il y a 3 ans et demi. Ok. Et les confinements ont commencé direct après. Donc moi, j'avais négocié mon départ de ma boîte. Je commençais une année où j'avais une clause de non-concurrence, donc je ne pouvais pas bosser. Et en plus, on était confinés, donc année où j'allais faire pas grand-chose, entre guillemets. Premier confinement, ça se passe, et deuxième confinement, moi j'ai beaucoup de conneries à sortir de moi. je suis un peu en mode, moi dans ma personnalité, je suis un peu clown, j'aime bien faire rire les gens, mettre la bonne ambiance, etc. Et d'être seul chez soi, face à soi-même, j'avais toutes ces conneries en moi que j'arrivais pas à sortir et que j'avais besoin de sortir. Ah oui. Et j'avais vu le support même sur Instagram qui commençait à se développer à fond à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Et j'avoue que j'ai trouvé ça hyper adapté à ce que je voulais faire en fait. C'est un petit truc qui prend 2 secondes, qui peut exprimer plein de choses, que tu peux sortir à plein de gens. Et j'ai trouvé ça super et j'ai commencé comme ça pour rigoler. Puis voilà quoi. Et ça a bien fonctionné pour le coup. Et ça a bien fonctionné. Le démarrage est toujours un peu compliqué. Tu fais ça au début pour 30, 40 followers et la moitié c'est tes potes. Oui. Après, j'ai eu la chance de m'être fait... que quelqu'un me mette en avant. C'était notamment Mon Doigt dans ta rue, qui était déjà un très gros compte à l'époque. Donc c'est quelqu'un que je connaissais juste par message à l'époque. Okay. On avait une affinité parce que... On s'était rendu compte en discutant 2 minutes qu'on avait fait du hockey sur glace tous les deux ensemble et l'un contre l'autre. Okay. Ah ouais ? Voilà. Ah, c'est excellent. Et du coup, on commençait à discuter, etc. Et quand je lui ai dit que j'allais commencer un compte, il m'a donné 2-3 petits conseils pour le démarrage. Comment tu fais tes petits hashtags, tes machins, tes heures de publication, tes conneries comme ça. Puis il m'a un petit peu repartagé au début. Ça m'a fait gagner mes premières centaines de followers, on va dire. Ah, c'est bien. Et voilà. Ah, c'est cool, l'entraide comme ça, là. Mais en plus, surtout, tu l'as même pas fait au début pour la fame, tu l'as fait pour le... Ah non, moi, c'était pour sortir de la connerie que j'avais en moi. Ouais. C'était un besoin, c'était une nécessité. Il fallait que je me mais même détende. aujourd'hui, franchement, après, ça a beau grossir un petit peu. Mon objectif, c'est pas d'être le plus gros du monde ou quoi que ce soit, c'est d'exprimer les conneries que j'ai en moi, parce que j'ai envie de les partager, ça me fait rire. Ça fait rire potentiellement quelques personnes aussi. Oui. Et voilà, l'objectif, honnêtement, il va pas beaucoup plus loin que ça. Bah c'est très sain, puis en plus c'est très drôle, donc merci. Continue. Avec plaisir. Donc du coup tu disais que tu avais fait un burn-out et c'était pendant le confinement, c'est ça ? Après non, juste avant. Juste avant. Premier confinement, donc premier confinement c'était quoi ? C'était 2020, début 2020 ? Oui, c'est ça, mars 2020. Donc j'ai dû le faire en janvier, je pense 2020. Donc ce burn-out c'était quoi ? C'était un trop-plein de boulot. Moi, c'était pas... j'étais dans une boîte dans laquelle je m'éclatais dans mon poste, mais où une partie des gens... Enfin, déjà, c'était une boîte assez vieille, dans l'état d'esprit, dans les managers, et la philosophie ne me convenait pas. Okay.
bien que mon poste était top et je m'éclatais dedans. Donc j'ai fait 2-3 ans comme ça en m'éclatant dans mon poste et en faisant abstraction du reste pendant un moment. Et au bout d'un moment, j'arrivais plus à faire abstraction du reste. J'ai commencé à récupérer beaucoup de travail parce qu'une personne est partie, elle n'a pas été remplacée. Et moi, pour faire mon travail, j'étais quasiment obligé de faire le sien. Ouais. Donc j'ai eu 2 postes sur la tronche pendant quasiment 6 mois. Ok. Et à un moment, le trop plein de boulot, le fait de se faire prendre un peu pour un con dans la situation où on a 2 postes sur un. Oui. Puis d'autres trucs un peu perso aussi qui sont arrivés à ce moment-là. Cocotte Minutes, ça a explosé à un moment. Et en fait, le travail... Enfin, il n'y avait pas que le travail, mais le travail ne me convenait plus. Et du coup, j'ai décidé tout de suite de demander une rupture conventionnelle à ma RH, ce qui a été accepté tout de suite parce qu'ils étaient en tort sur toute la ligne côté boulot, en tout cas. Ok. Du coup, ça m'a été accepté tout de suite, mais j'avais une clause de non-concurrence, d'où l'année où j'ai dû passer une année sans bosser, parce que c'était clause de non-concurrence très restrictive dans tout ce que je fais dans mon milieu. D'accord. Et voilà, et du coup, ça m'a permis de faire d'autres choses, notamment commencer mon compte, et notamment commencer aussi une thérapie, dont on m'avait parlé. Ouais, je me souviens. Et alors du coup, donc c'est dans ce contexte-là en fait que tu t'es dit, ok, là je me pose et va falloir vraiment que je me prenne en main et que je recommence tout doucement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais que j'avais besoin de faire une thérapie pour plein de raisons déjà. Depuis 4-5 ans, je l'avais en tête, ça. Et pour moi, le burn-out, ça a été juste le déclic, en fait, pour y aller. Pour juste faire la démarche, je cherche quelqu'un, je vais voir quelqu'un. Voilà, moi, X problèmes avant et problématiques à gérer dans ma vie. Je suis jamais allé voir personne. J'ai vécu avec le support d'une chérie à une époque, après de mes amis, de la famille, de plein de choses. Ça te fait survivre pendant un bon moment. Et il y a un petit moment où il y a plus suffisamment de support, entre guillemets, pour te tenir debout. Et tu te dis, bah là, je suis un peu tout seul face à moi-même et il faut que j'aille me prendre en main, clairement. Puis les potes hyper proches qui te disent depuis quelques temps, ce serait bien que tu ailles voir quelqu'un, etc. Pas parce que t'es fucked up, parce que t'es quoi que ce soit ou quoi, mais c'est juste parce que t'as des problématiques en toi que t'arrives pas forcément à bien intégrer, à dénouer. Qu'est-ce qui se passe voilà, moi, tu vois, j'y suis allé. La psy que j'ai trouvée, donc, qui est psychologue et psychanalyste. Parce que moi, j'ai basculé d'une comment on appelle ça, d'une psychothérapie à une psychanalyse pour aller beaucoup plus loin aussi dans la démarche. En fait, quand j'y suis allé, je lui ai dit ça va pas au travail, j'ai fait un burn-out et en gros, c'est mon sujet, quoi. Oui, t'es arrivé avec ça comme bagage, mais sauf que... Le sujet, ça m'a pris 3, 4, 5% de ma thérapie. 80%, c'était ma relation avec mon père, notamment. Gros sujet là-dessus. Après, le reste, c'était un peu d'une relation avec les filles, de ma connaissance de moi-même, de plein de choses, tu vois. Mais j'y suis allé parce que j'ai fait un burn-out et c'était le mouvement pour lequel j'y suis allé. Mais le gros du travail derrière, c'était pas du tout ça. Et c'était notamment, moi, ma relation avec mon père. Ah oui, alors je pense vraiment, je suis convaincue que la première raison pour laquelle tu vas voir un psy, c'est juste la surface visible de l'iceberg, mais qu'en fait, après, tu as tout un amas de merdouilles à régler auquel tu n'avais jamais pensé. Exactement, en fait, donc, tu tires des petits fils. Ouais, exactement, c'est ça. Tu arrives pour un gros truc. En fait, le truc pour lequel tu viens au début, c'est une surface. C'est des émotions qui sont là, que tu as besoin de sortir. Qui te pourrissent un peu de l'intérieur, t'es pas bien, t'as mal au ventre, t'as des trucs à sortir. Tu les sors à une personne neutre, inconnue, qui est ta psy, qui est formée pour ça et payée pour ça, donc tu vois très bien. Et une fois que t'as fait ça et que t'as déversé un petit peu ta tristesse, colère ou peu importe, et ben après il y a les vrais gros sujets qui sortent derrière aussi, si t'as envie de le faire, parce que c'est pas donné à tout le monde et c'est pas tout le monde a envie non plus de le faire. C'est une démarche qui est difficile, c'est une démarche qui est profonde, qu'il faut donner de l'énergie, du temps, de l'argent aussi. Ça coûte un petit peu cher, une thérapie. Ça coûte de l'argent. Et puis, il faut être un peu courageux aussi de se dire, OK, je me lance pleinement là-dedans, alors que je sais que ça va faire mal. On sait. Ouais, je sais. Je sais. Sur un sujet plus léger, je sais que moi, par exemple, je suis une grande phobique des aiguilles. Et ça fait des années que je vais aller voir une hypnotiseuse pour aller régler ce problème-là et que je n'arrive pas à trouver le courage, alors que je fais des thérapies dans tous les sens et tout. J'ai fait de l'hypnose sur plein d'autres trucs, mais par contre, sur ce sujet-là, je n'y arrive pas parce que j'ai trop peur.
parce que j'ai vraiment juste peur, quoi. Alors que tu fais une thérapie qui est 10 fois pire côté... de fou, émotionnellement bien plus dur. Émotionnellement parlant. Mais par contre, aller juste parler d'aiguille dans un... Tu vois, de me visualiser et tout, parce que je sais comment ça fonctionne maintenant, l'hypnose. Ouais. Et je sais qu'en effet, elle va me mettre dans un état où je vais mettre... forcément dans un état où je vais avoir peur. Mais pour moi, c'est l'équivalent d'aller dans une maison hantée. Enfin, tu vois, dans un truc vraiment où je me dis, OK, là, j'y vais. Je sais que c'est dur. Et je sais qu'en effet, il faut cette dose de courage-là. Il faut vraiment être prêt, quoi. Il faut être prêt et c'est une vraie grosse démarche. Ça prend du temps et ça prend beaucoup d'énergie et d'émotion. Et y a des séances où tu sors... T'es crevé. Enfin, t'es crevé, t'es fatigué, tu restes limite au lit pendant un jour. Moi, c'était souvent le vendredi soir, donc le samedi, quasiment au lit toute la journée. Tu fais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, t'as des telles décharges émotionnelles et tu vas chercher tellement au fond de toi... que c'est d'une violence inouïe en fait, et même pour ton corps physiquement tu le sens en fait. Oui, et puis tu continues à cogiter, à te dire ah tiens c'est vrai que ça, puis ci, puis machin, puis en fait ça continue à sortir entre guillemets quoi. Ouais, puis le travail il continue entre les séances de toute façon, donc t'as toujours des nuits qui sont un peu compliquées aussi parce que tu sors des trucs, c'est un vrai travail, il faut être prêt. Moi, ce travail, je l'ai fait, comme je t'ai dit, un petit peu plus en profondeur. Donc, le côté psychothérapie, je l'ai fait au début pour la surface. Le côté job, burn-out, ce qui était là au début. Et après, on a commencé à aller un petit peu plus profond. Et elle a très clairement compris que j'étais là pour beaucoup plus, ma psy. Et j'ai choisi aussi exprès une psychothérapeute qui était aussi psychanalyste pour aller plus loin. Et donc la psychanalyse, donc j'anticipe peut-être ta question, c'est une posture différente, c'est une démarche différente. Donc psychothérapie, t'es assis, t'es face à face, t'es dans un échange, tu parles et t'exprimes tes problèmes d'une certaine façon, mais c'est un peu apparenté à un dialogue, on va dire. Psychanalyse, la posture change, tu t'allonges, tu n'as plus dans ton champ de vision ta psy, qui est derrière toi en gros. Et en gros, tu es seul face à toi-même, déjà dans ta posture et aussi dans ton travail parce que c'est un peu comme dans les films, elle te relance en mode avec le et elle te laisse des grands blancs pour que toi tu ailles plus loin, pour que tu continues le début de petits trucs, de petits fils que tu as commencé à tirer, tout ça. Et du coup, le travail il est beaucoup plus profond, tu vas beaucoup plus dans l'inconscient, tu vas beaucoup plus loin dans l'enfance. Dans plein de choses et c'est pas le même travail. Ouais, exactement. Mais c'est pas fait pour tout le monde non plus parce que selon ton besoin, je pense que si par exemple tu commences une thérapie alors que tu sais que ça fait longtemps et tout et machin et que t'es face à quelqu'un qui fait juste je pense que ça va pas fonctionner. Ma toute première thérapie, j'avais 18 ans et c'était ça. J'étais face au mec et il me répondait presque jamais. Un jour, j'ai cru même qu'il s'était endormi, le gars. Ok, et t'as commencé par ça pour la première fois de ta vie chez un psy ? Ouais, parce que... oui, parce que c'était... ma mère, à l'époque, avait vu cet homme-là. Elle m'avait dit, écoute, je pense que moi, il m'a beaucoup aidé, donc peut-être qu'il va t'aider aussi. Donc, elle avait confiance en lui, et puis voilà. Il faisait pas mal son travail, mais en fait, il faisait pas ce que moi, sinon j'avais besoin. C'est pas encore adapté à ton truc, quoi. Okay. Ouais, exactement. Et c'est pareil, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont parler de la thérapie en disant que, en fait, ils ont essayé, mais ils sont pas tombés sur la bonne personne. Je pense qu'il y a des psys aussi qui peuvent être un peu, entre gros guillemets, un peu violentes dans leur démarche, à tout de suite se mettre en face le problème, et c'est beaucoup trop pour la personne, et se dire, waouh, en fait, c'est pas du tout ce dont j'ai besoin d'entendre, je m'en vais. Et du coup, je pense que le message que j'aurais envie de donner, c'est ne vous arrêtez pas à une seule psy. Enfin, moi, j'en ai eu plusieurs dans ma vie, et à des moments différents. Il y a eu des moments où j'ai eu besoin de changer. Et maintenant, aujourd'hui, j'en ai trouvé une avec qui ça se passe super bien et pour le coup, avec lequel je travaille très bien. Mais avant ça, j'en ai fait d'autres où je me disais... Pas ouf non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et je connais d'autres personnes qui, en effet, se disent « Ouais, je sens que j'avance plus trop avec cette psy. C'est pas grave, tu peux en changer. C'est pas... Elle le prendra pas mal. Enfin, c'est son job aussi, quoi. T'auras juste... et ça aura pas servi à rien. Et il faut aussi se dire ça. C'est se dire qu'en fait, même si tu fais un travail avec avec une psy... pendant un moment, c'est juste une petite pierre, plus une petite pierre, plus une petite pierre, et t'as pas fait ça pour rien. T'as juste avancé dans une direction, et puis il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le relais, quoi. Mais après, je rebondis là-dessus, il faut aussi être patient. Ouais. Parce que des moments de vide où t'as l'impression de rien sortir, justement, tu crées ce vide un peu autour de toi pour... Moi, ça m'est déjà arrivé avec ma psy, donc j'en ai eu une seule, j'ai eu une chance monstrueuse de trouver quelqu'un avec qui j'avais de bonnes affinités et avec qui ça se passait très bien. Et au début, t'as plein de trucs à dire, machin, nanana, et après, y a des moments dans la psychanalyse, tu vas sortir des trucs beaucoup plus loin de toi, profonds en toi, et t'as besoin de les
les penser, de les réfléchir, de les emmagasiner et pour après les verbaliser, quoi. Et ça, des fois, tu sors des dingueries, mais au bout de 4 mois de vide, en fait. Ouais. Et le 4 mois de vide, c'est pas que tu fais rien. C'est un moment nécessaire à sortir ta dinguerie de 4 mois plus tard. Et il y en a, ils disent, oui, j'avance pas, je ci, je ça. Ouais, mais t'es au pied de la montagne, en fait, dans ces moments-là. D'accord. Je comprends. Très souvent. Et si t'as pas envie d'avancer, souvent, c'est que t'as pas envie de l'affronter, en fait, la montagne. Parce que tu sais pertinemment ce que t'as. Ouais. Et c'est une relation avec un proche, avec un parent, avec des relations amoureuses, de tout ce que tu veux. Ouais, mais ça avance pas. Ok, très bien. Donc la montagne, ça veut dire, si tu penses comme ça, pour moi, ça veut dire que t'es pas forcément prêt à l'affronter. Et j'ai d'autres exemples qui sont encore plus fucked up dans le côté choisir un psy. J'ai une amie de ma petite sœur qui était, elle, qui avait beaucoup, vraiment très, 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 très besoin d'une psychologue pour l'accompagner dans la vie, parce qu'elle était une fille très bien, mais très, très, très abîmée émotionnellement et voilà, dans sa tête. Et la fille disait, moi je vais voir un psy et je vais le tester, en fait. Je vais voir s'il comprend ma problématique, s'il comprend les problèmes, s'il voit que j'ai un souci avec mon père, c'est parce que c'est ça mon problème. Mais meuf, t'as juste rien compris déjà. Donc juste, elle avait pas envie de faire son travail sur elle, entre guillemets. Pourquoi faire ? Mais pour rien, parce que pour elle, un psy, c'était un magicien, quoi. Tu vois, j'en sais rien, tu vois, quelqu'un qui est censé deviner tes problèmes. Non, une psychothérapie, une psychanalyse, c'est toi qui fais ton travail, en fait. Mais c'est pas le psy. Il y a des gens qui font ça. J'espère que... Enfin, après, je connais rien à tout, mais je pense que la psy, elle va s'en rendre compte quand même qu'il y a cette espèce de... Ah bah oui, ça dure une séance à chaque fois. Bah oui. Et du coup, ça sert à rien. Du coup, il m'a pas compris, il est pas fait pour moi, il est ci, il est ça. C'est juste qu'elle a juste pas envie de faire une thérapie, c'est tout. Oui. Ouais, mais en même temps, il y a un côté très provoquant aussi... très immature, je trouve, de faire ça. Totalement. Et en même temps, t'as du temps à perdre, en fait. Et de l'argent aussi. Enfin, totalement. Tu vois, elle a juste pas envie de faire son travail, elle fait comme si elle s'occupait d'elle alors qu'elle le fait pas. Voilà. C'est juste ça. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Juste pour dire que faut être prêt, faut avoir l'envie et ça va être dur. Tu vas en chier comme un rat mort. C'est très compliqué, mais tu peux en ressortir des choses absolument exceptionnelles, de connaissances sur toi-même, pour trouver des solutions dans des contextes compliqués de relations, on se fait la gueule depuis 2 ans, on se voit plus, on se ci, on se ça. Ça te permet d'affronter les choses, en fait, parce que après le côté psychanalyse, du coup, il y a 3 phases là-dedans. Il y a la phase où tu vas chercher plutôt dans le passé pour essayer de comprendre dans ton inconscient, dans ton enfance, dans ces choses-là, etc., pour essayer de démêler un petit peu ce qui s'est passé en arrière, en fait, tout simplement. Après, il y a le côté présent, où tu vas rentrer dans l'action, où tu as démêlé les choses. Maintenant, tu as besoin d'adopter une nouvelle posture dans tes amitiés, dans tes amours, dans tout ce que tu veux, j'en sais rien. Et donc, tu vas affronter la situation. Tu as démêlé les choses, tu as compris, tu sais. Donc moi, ma nouvelle posture, c'est quoi ? Qu'est-ce que je veux faire maintenant ? C'est ça. Donc, tu vas affronter quelqu'un. Moi, je l'ai fait, je t'ai dit, avec mon papa, notamment. Et je lui ai dit, OK, il y a ça dans le passé qui m'a fait souffrir. Ma nouvelle posture, c'est ça. Si tu veux qu'on avance et qu'on ait toujours une relation. Et ma posture, c'est celle-ci. Et si tu veux pas l'accepter, moi, je ne veux plus de cette relation entre nous, entre guillemets. Donc ça, c'était le présent. Grâce au passé et au premier travail qu'on a fait. Donc il y a le présent. Et après, il y a le futur où tu dis, dans la projection que je me fais dans ma relation avec toi ou dans mon futur, moi, c'est comme ça. C'est dans cette posture-là. T'as envie, tu viens. T'as pas envie, je te laisse sur le côté, sur le bord de la route, entre guillemets. Je trouve, depuis le Covid, il y a... Après, c'était peut-être le cas avant, bien sûr, mais moi, je m'en suis rendu compte à partir de là. Il y a une ouverture qui s'est faite sur le dev perso, sur la nouvelle génération, qui est la génération de mes petites sœurs qui ont 20 ans, et même celle d'avant aussi, qui s'est faite, et qui fait que maintenant, tu peux parler de blessures, tu vois, de blessures qui sont pas refermées, de machin, de traumas, de choses comme ça, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Et en fait, le dev perso, c'est ce qui m'aidait un peu à me, entre guillemets, détendre après une thérapie, c'est-à-dire, comme tu disais, le travail de fond, il se fait entre chaque séance. Et donc moi, entre chaque séance, quand j'allais dans une librairie ou des boutiques de spiritualité, des trucs comme ça, et que je voyais ces trucs de dev perso et tout, je me disais, ah tiens, c'est en lien avec ce que je vois en ce moment, donc ça m'aide juste à traiter le sujet de manière un tout petit peu plus tranquille. Ouais, ça faisait un petit lien, quoi. Et non, mais moi, tu vois, je suis un peu dur avec ça. Mais il y a un bouquin qui m'a aidé sur une problématique particulière. Par exemple, c'était je t'en avais parlé, c'est le pouvoir du moment présent. Ah oui. Parce que moi, je suis toujours à anticiper. Moi, j'ai mon côté ultra cartésien. Je suis ingénieur dans la vie. Il faut que ce soit carré. C'est comme ci, c'est comme ça. Donc, calme-toi, frérot. La vie, c'est aussi tout rond. Ça se module. Avec plein d'événements, il faut se calmer. Vraiment, moi, c'était un sujet pour moi parce que j'avais envie d'être beaucoup plus zen de ce côté-là et de me laisser faire un peu plus les choses. D'être moins dans le contrôle. Moins dans le contrôle, moins dans l'anticipation, dans plein de choses. Pour
plein de choses, parce que ça peut être que mieux. Bien sûr, mais team contrôle fric à fond. Donc voilà, donc ça, je le savais. Et tu vois, pareil, après, pendant le burn-out, j'allais souvent voir ma petite sœur qui habite à Bordeaux, je voyageais, je faisais plein de trucs. Et le pouvoir du moment présent, c'était plein de trucs qui te donnent des petits outils pour appliquer, en gros. Tu as fait ton travail, la thérapie, tu fais, c'est ta vie, c'est la profondeur, c'est machin, c'est tout ce que tu veux. Et après, ça, c'était une problématique particulière. Et ça me donnait des petits exemples, des petits tips justement, pour arriver à être dans un moment présent, dans une certaine situation, dans certains trucs. Une petite technique de visualisation, de respiration, de machin. Et ça, j'ai trouvé ça top, parce que j'ai essayé. Je suis allé trop loin là-dedans. Et à un moment, moi, j'allais chez ma petite sœur à Bordeaux pour aller à l'océan. J'oubliais mon maillot de bain, mes lunettes de soleil, mes machins. J'étais trop dans le moment présent. Tu vois, je partais, je prenais mon billet et basta, quoi. Je partais en slip, quoi. T'es tellement dans le moment présent que j'y allais tout nu. Mais voilà, tu vois, et donc là, tu te dis, oui, c'est pas moi non plus. Moi, je suis quelqu'un qui organise et qui se rassure aussi par ça, d'avoir anticipé les choses, machin. Et ça me donne un bien-être, tu vois, d'anticiper suffisamment les choses. Faut pas trop le faire, mais de le faire suffisamment. Ah, mais c'est une question d'équilibre. Et donc, j'ai essayé de trouver mon juste milieu en étant trop fric d'un côté, trop zen de l'autre. Et là, j'ai essayé de trouver le milieu. Et je pense que j'ai avancé de ce côté-là. Et donc, grâce à un bouquin, notamment de développement personnel. Donc, pour cette problématique, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et pour d'autres choses et d'autres dérives, ça me fait chier comme pas possible. Et je te parlais justement du... Enfin, toi-même, tu as dit le côté c'est applicable pour tout le monde. Enfin, tu vois, le truc, c'est pas applicable pour 40 millions de personnes, en fait. Tu vois, chacun a sa personnalité, ses bails, ses traumas, tout ce que tu veux. Et il n'y a pas une méthode pour 40 millions de personnes. C'est pas comme ça que ça existe, en fait. Et du coup, les mécanismes, ils sont repris dans tous les bouquins et c'est fait de la même manière. Et ce genre de truc, moi, il y a quelqu'un qui les démonte de façon très intelligente et très construite. C'est Julia de Funès, donc la petite fille de Monsieur de Funès, le grand acteur, et qui est philosophe et ancienne DRH dans dans une société privée, tu vois. Donc elle a fait le monde de l'entreprise et ensuite elle a aussi sa casquette de philosophe, donc elle a une bonne vision des choses. Et elle démontait le côté développement personnel. Elle a fait un bouquin qui s'appelle Développement impersonnel. Ouais, c'est ça, je me souviens. Pour dire que justement les mécanismes, elle te les montre, elle te les prouve, elle te montre que dans les plus best-sellers, c'est exactement les mêmes choses, etc. Elle te démontre tout ça, c'est passionnant du coup. Et elle, pareil, elle dit qu'il peut y avoir des bonnes choses, mais que dans 90% des cas, c'est le même ramassé de conneries que tu retrouveras et c'est la même méthode et il n'y a rien de miraculeux là-dedans, tu vois. Non, alors je pense que par contre, le développement personnel, ça peut pas être miraculeux, ça peut être juste un outil qui va... C'est comme une canne, tu vois, genre si t'as... ou une attelle. Tu vois, juste qui va t'aider à juste avancer à un moment, mais le problème de fond, il va falloir qu'il soit réglé autrement. C'est ça. Et ça vraiment... peut pas tout régler, en fait. C'est juste ça. Il faut en être conscient. Parce qu'il y en a, ils se disent... T'inquiète, je suis traumatisé 10 000, j'ai lu un bouquin de développement personnel, tout va bien. Non. En tout cas, ça va mieux avec ton père. Tu as pu poser tes limites par rapport à ça. Tu t'es ouvert sur d'autres sujets que tu connaissais pas, que tu maîtrisais pas, et maintenant ça t'a déconstruit, on peut le dire. Totalement. Tu penses que ça se reconnaît dans une rencontre avec un date, par exemple, une fille ou même un homme, hein, bien sûr, mais quelqu'un qui n'a pas fait ce travail sur lui ou sur elle-même pour justement apprendre à se connaître. Est-ce que tu penses que ça se reconnaît ? Ça, c'est un gros sujet, c'est mon gros sujet du moment. Déjà, je pense qu'effectivement, tout le monde est à son rythme, dans son psyché, dans son état d'avancement, de connaissance des choses, de soi-même, de plein de choses. Mais pour répondre à ta question un petit peu plus précisément, moi, j'ai une grande frustration actuellement parce que mes dernières rencontres ont souvent été avec des filles qui étaient au bord d'un burn-out, au bord d'un changement de vie. Je quitte mon taf, je me vais au bout du monde comme tu as pu faire à un certain moment. Et du coup, des gens pas stables émotionnellement sur ce moment-là. Oui, bien sûr. Du coup, pas prêts à la rencontre, pas machin. Et moi, tu rencontres cette personne et du coup, tu te brûles un peu les ailes parce que tu as envie d'un quelque chose. Tu te dis, c'est une fille bien, mais en même temps, c'est pas le moment. On parlait du timing la dernière fois. Ouais, c'est n'est-ce ça. pas et du coup, moi, j'ai cette frustration-là et le côté timing est d'une vraie question pour moi aujourd'hui parce que je pense qu'il peut y avoir clairement dans la vie des rencontres entre deux personnes qui peuvent être clairement faites l'un pour l'autre, mais pas au bon moment. Et on se disait le petit cœur qui est comme ça dans le vent, ça fait un petit truc comme ça. Oui, c'est vrai. Et ça, je l'ai vécu 2-3 fois récemment, là, dans les 2-3 dernières années. Ah oui. Et ça m'a frustré 3000, quoi, parce que moi, je me sentais prêt, je pense, à avancer. Et tu as eu un coup de cœur pour la personne. Ouais, et puis la personne, je t'avais dit, notamment une personne qui avait perdu un de ses
très proche, qui était pas loin du burn-out dans sa boîte et qui envisageait d'un début de relation avec moi, mais en même temps était totalement fuyante, elle était pas là, moi je courais un peu après, dispo. Machin, pas dispo, et du coup bon, ça s'est arrêté comme ça. Ouais, parce que pas dispo émotionnellement, trop d'infos, trop de choses. Non mais c'est ça, et toi à un moment, moi aujourd'hui, tu vois, je rencontre ce genre de personnes, je fuis vite. Ouais. Très très vite, parce que je sais ce que c'est, je l'ai vécu et je sais que c'est pas le bon moment, même si la personne peut être incroyable, aussi incroyable que tu veux, elle peut être la femme parfaite pour toi, mais si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment et tu peux pas le définir ça et tu peux pas le changer. Donc moi aujourd'hui je fuis et donc je gagne du temps et je gagne aussi en potentielle blessure parce que ça peut faire du mal, ce genre de choses. Bien sûr. Mais c'est très difficile et moi, c'est difficile, d'autant plus difficile que j'ai tellement avancé en fait de mon côté travail sur moi-même qui m'a amené vers plein de choses et qui m'a amené vers une stabilité émotionnelle, une stabilité dans ma vie. J'ai retrouvé mon taf, je suis à fond dedans, j'évolue dans tous les sens, c'est super, je gagne bien ma vie. Enfin, tu vois, aujourd'hui, tout s'est remis d'aplomb dans tous les sens. C'est un gros travail de 2-3 ans, tu vois. Ouais. Mais tout s'est remis d'aplomb et ça va top dans plein de paramètres de ma vie aujourd'hui, donc c'est super, le travail à payer. Mais ça fait que je suis à un certain point aussi de ma vie et de connaissance de moi-même que d'autres gens en face de moi n'ont pas forcément. Ouais, et du coup, de connecter, des fois, c'est un peu compliqué, t'es en décalage. Ouais. Et après, tu peux pas demander à la personne d'avoir fait sa thérapie avant de me rencontrer, tu vois. C'est pas ça la vraie vie, en fait. Et du coup, ça rend les choses parfois compliquées et frustrantes. Ouais. Et c'est un des vrais sujets que j'exprime avec ma psy, notamment en ce moment, et pour essayer d'un peu de démêler ça et de donner aussi la chance à des gens qui sont un peu moins avancés dans la connaissance d'eux-mêmes, voilà, pour une potentielle rencontre. Mais alors, t'es pas du tout le seul, parce que pour le coup, quand je faisais du matchmaking pour Bisous, j'avais rencontré aussi... ce qui est d'ailleurs plus rare, vraiment pareil, c'est statistique, y a pas de... c'est vraiment les chiffres qui parlent, c'est-à-dire que j'ai rencontré un seul homme en étant matchmaker qui m'a partagé ça contre peut-être une dizaine de femmes. Okay. Qui me disaient, donc ces personnes me disaient toutes la même chose, c'est-à-dire que j'ai fait un gros travail sur moi-même parce que il fallait que j'apprenne à me connaître, il fallait que je prenne le temps pour moi, etc., etc. Maintenant, ça y est, je suis prêt ou prête, mais je ne rencontre personne qui est au même stade que moi et c'est hyper frustrant et c'est pas une question d'engagement, c'est pas une question de ça, c'est juste une question de on n'est pas au même niveau dans la vie et je vois bien que en fait, ça crée un décalage. Il y a un décalage. T'es pas dans la même maturité des choses. Ouais. Exactement. Et la maturité émotionnelle ou même juste la sensibilité émotionnelle n'est pas la même, l'ouverture sur le monde, etc. Et après, il y a aussi des gens qui disaient en fait, moi, je suis vachement rentrée facilement dans le syndrome de l'infirmière. Et ça, je pense que c'est hyper dur quand toi, tu as fait ta thérapie. Un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu te sens un peu pousser des ailes. Tu te dis, oh là là, j'apprends plein de trucs. Je vais sauver le monde entier. Grave, exactement. Et du coup, tu as envie, en plus de ça, si tu rencontres quelqu'un qui elle aussi, et cette personne est aussi dans la même... dans une démarche où tu sens qu'elle a besoin d'aide, et toi, tu as envie de lui faire... de lui dire, viens, c'est par là, tu vois, viens, je vais te montrer et tout. Mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire, en fait. Je pense qu'il faut juste laisser la personne tranquillement faire son chemin et tout, mais ça doit être super dur de faire un pas en arrière et dire, attends, là, c'est plus mon... C'est pas mon bail. Ouais. C'est pas mon bail, et c'est la personne avec la personne, ouais. Tu t'en rends compte comment? Dans la disponibilité de la personne? Moi, je suis très sensible et je ressens vite les choses chez les gens. Ouais. J'ai beaucoup de... Moi, quand j'arrive dans un groupe, dans une situation, dans une nouvelle boîte, dans plein de trucs, je suis toujours en posture de... Je me recule, je regarde ce qui se passe et j'analyse les choses. Et j'avoue qu'avec ma psy, j'ai quand même eu la confirmation de ça. Elle me l'a dit très souvent. Et effectivement, vous analysez bien les choses et les situations, etc. Donc, j'ai la chance de vite voir certaines choses. Okay. Et moi, c'est dans le feeling, en fait, que je le ressens. Que des personnes peuvent être... je sais pas, je saurais même pas quoi te dire comme exemple, mais pas au même niveau que toi, entre guillemets, voilà. Oui, ou pas dispo. Ou pas dispo. Et encore une fois, moi, je te dis ça aujourd'hui dans ma posture. Moi, ça m'est déjà arrivé à l'inverse. Je me rends compte aujourd'hui de me dire, juste après le burn-out, je continue à dater de temps en temps, machin, ça pouvait m'arriver. Et des filles qui étaient totalement prêtes de leur côté à avancer, et moi, je l'étais pas. Et du coup... je sais même pas, juste à la fin du date elle essaie de t'embrasser, mais en fait t'as juste un mouvement où t'es pas prêt. Moi ça me faisait reculer. Ah merde. Des trucs où ton corps ou ton esprit te dit en fait non, c'est pas que j'ai pas envie, mais ta tête te dit j'ai envie, je vais à ce date et je cherche du sérieux, c'est comme ça. Et en fait ton corps, moi j'ai eu des moments de recul et ton corps veut pas. Et ces personnes là étaient prêtes et pas moi, tu vois. Donc c'est arrivé aussi dans l'autre sens, donc je ne jette la pierre à personne. Et c'est des moments de vie et personne ne le prenne personnellement. C'est des moments de vie qui sont différents, qui sont propres à chacun, qui les drames de
ta vie, tu les maîtrises pas non plus. Le travail que tu vas faire, tu peux le maîtriser ou ne pas le maîtriser dans des moments de crise aussi. Des fois, t'as juste pas le choix. Mais je pense qu'il faut respecter ça chez l'autre, mais comprendre aussi où il en est dans sa tête et dans sa stabilité émotionnelle pour essayer d'avancer, parce qu'il y a des histoires qui sont juste impossibles et juste gagnant du temps en fait. Oui, mais alors ça, c'est pareil. On en a parlé aussi dans un précédent podcast sur le ghosting. Et en fait, on disait, il y a aussi des personnes avec qui juste... il n'y a pas de feeling, ou alors c'est juste pas le moment parce que tu n'es pas prêt et que tu pensais l'être, etc. Et que finalement tu ne te sens pas prêt et tout. Et donc tu as le moment de recul, en effet, en mode oulala, en fait ça va beaucoup trop vite pour moi. Alors qu'en effet, tu as la personne parfaite en face de toi, mais tu n'y arrives pas parce que toi-même de ton côté, tu traverses des choses qui clairement tu veux pas donner ça à cette personne-là. Quoi. Totalement. Et s'il vous plaît, ne ghostez pas. Dans ces moments-là, vous dites juste, ce n'est pas la bonne période pour moi, j'ai pas le feeling pour avancer plus loin. Juste une phrase comme ça. C'est vrai, hein. Si c'est vrai. Ouais. Parce que on les connaît. On les connaît. Non, mais en vrai, faire ça réparera beaucoup de petits cœurs et ça fera beaucoup de bien à tout le monde, parce que être ghosté, c'est d'une violence inouïe. Ah, c'est grave. Il y a des fois, tu peux être ghosté juste suite à une discussion, après une appli de rencontre, après une rencontre et un verre, après une baise, après 3 semaines de relation ou après 3 ans de relation. Et il y a différents types de ghosting, mais à chaque fois, c'est ultra violent en fait. Ouais. Et juste d'avoir un petit mot, je me sens pas en ce moment, j'ai pas le feeling plus que ça, ce genre de truc, ça permet à la personne d'en face de se dire ok, elle veut pas aller plus loin, donc j'encaisse, c'est comme ça et je passe à autre chose. Parce que s'il y a pas ça, il passe pas à autre chose et du coup il est dans le fantasme toujours de cette relation, il va relancer, il y a l'orgueil qui en prend un coup, la confiance en soi. Mais arrêtons, putain, c'est juste le respect de base de ne pas se ghoster en fait. Et vraiment, c'est quelque chose que moi je ne comprends pas. Et alors du coup, c'est quoi les conséquences, parce qu'il y a forcément des conséquences, sur le fait d'apprendre à se connaître? Est-ce que tu as des conséquences tu vois, genre que tu soupçonnais pas et finalement voilà, que tu as découvertes à partir du moment où tu t'as appris à te connaître? Est-ce que tu as remarqué que tu avais pris des décisions qui ont eu des conséquences auxquelles tu ne t'attendais pas? Moi, dans l'avancement de mon travail, j'ai eu cette relation avec mon papa, comme tu as compris. Dans les relations avec les filles, ça m'aide à aller beaucoup plus vite, à m'échapper beaucoup plus vite quand je sens que ça ne va pas. Oui. Dans mes relations amicales, ça a pu faire du vide, la création de vide, dont on avait parlé ensemble déjà. Donc ça, c'est les gens après qui tu cours, 1 fois, 2 fois, 10 fois, et tu te rends compte au bout d'un moment... intelligent le gars, que si jamais tu ne relances pas cette personne, il ne se passera rien en retour. Et au bout d'un moment, dans ton avancée, dans passer la trentaine, dans ton travail sur toi, tout ce que tu veux, tu comprends que c'est plus ça dont tu as besoin dans tes amitiés. Une amitié, c'est un échange, voilà. Oui. Et donc quand ça ne va que d'un côté, faut arrêter ça. Donc tu vois, ça te permet de faire ce vide-là. Après, tout vide et nouveau vide dans des paramètres de ta vie crée de nouvelles potentialités. Un vide amical, moi, c'était mon second cercle d'amis, on va dire. Mon premier, il est là, frérot, tout va bien. Le deuxième, c'était un peu celui-là, moi, que j'ai remis en question et que j'ai re-rempli d'autres gens. Tu vois, moi, je fais des mèmes sur Instagram. J'ai rencontré beaucoup d'autres gens qui faisaient un peu la même chose, entre guillemets, de créateurs de contenu, influenceurs, on appelle ça comme on veut. Des superbes rencontres, il existe des connards aussi, mais t'as pas envie de les voir, donc voilà, tu fais le tri là aussi. Et dans mes amis du second rideau, on va dire, je relance plus, et du coup des fois t'as des surprises, ils te relancent, j'ai envie de te voir, ça fait 2 ans du coup qu'il se passe rien parce que je t'ai pas relancé en fait. Et tu les revois, et avec plaisir, parce que c'était tes potes, pas par hasard aussi au début, c'est parce que ça se passait bien, etc. Mais t'as créé ce truc là, et du coup s'ils reviennent pas, c'est ta décision, ok, et s'ils reviennent, ça peut créer de bons moments aussi. Mais bref, et tout vide, encore une fois, crée de nouvelles potentialités, et c'est dans tous les paramètres de la vie. Et c'est pour ça que je te disais, notamment dans le côté psychanalyse, quand il ne se passe rien, c'est que potentiellement il y a une dinguerie aussi derrière, et ça crée des nouvelles potentialités d'autres choses. Donc il ne faut pas avoir peur du vide. Non, c'est une très bonne chose, le vide, vraiment. On s'en rend pas compte sur le coup, mais ça crée d'autres choses. En fait, ça crée de la place pour autre chose. Oui, alors ça, je vois très bien ce que tu veux dire, et je pense que je suis vraiment d'accord avec ça. Mais dans les faits. Mais. On le connaît, Louis, mais. Oui, mais oui. Je suis pas raciste, mais. Mais quand même. C'est pas moi qui le dis, mais c'est les chiffres. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu vois, genre, quand on en parlait tout à l'heure du contrôle fric qu'on est, toi et moi, on est un peu dans la même team de personnes qui aiment contrôler. Bon, moi, je suis pas du tout calme. D'accrocher cette table, tu vois, voilà. Non, mais moi, je pense que oui, en effet, j'ai toujours ce besoin de contrôler et tout. Et le fait du vide, c'est un peu, tu vois, genre ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que t'es tellement zen que,
Ah, c'est bon, moi je vais à la plage à poil, tant pis, tu vois. Et en fait, ça peut pas continuer comme ça. Et du coup, c'est hyper dur pour les personnes qui contrôlent. Ouais. Grande chose que j'ai appris aussi dans ma psychanalyse, je suis à la fois un introverti et un extraverti. Ouais. Donc l'extraverti, tu le vois là, je suis à l'aise, il n'y a pas de problème, on se discute, on se connaît pas d'avance plus que ça. Ouais. Pas de problème, tu vois, c'est un côté un peu extraverti, t'es à l'aise en société, dans des situations que tu connais pas, etc. Mais le côté introverti aussi, parce que j'aime bien garder mes sentiments pour moi, j'expose pas tous mes sentiments intimes à n'importe qui, à mes amis proches parfois, donc voilà. Ouais. Et moi, j'ai besoin de solitude pour me régénérer, et le côté extraverti me donne un besoin aussi des autres. Ça, j'ai compris aussi que j'avais besoin beaucoup des autres. C'est pas que tout seul que je me construis, mais les autres, j'en ai besoin avec parcimonie. Parce que ma jauge sociale se remplit assez vite. Donc, j'ai besoin de grands shoots de moments de convivialité. On va boire des verres, on fait ci, on fait ça, on fait plein de choses. Mais j'ai aussi très vite besoin de me retrouver un peu seul face à moi-même, d'aller courir, d'aller dans la nature, de me regarder mes séries, de machin. Et la solitude ne me fait absolument pas peur et je me régénère vraiment là-dedans aussi. Ouais. Et du coup, le vide, moi, j'en ai pas vraiment peur. Si j'en ai pendant trop longtemps, je vais vite créer les situations pour re-remplir les choses. Côté amical, amoureux, tout ce que tu veux. Remplir les choses côté amoureux, c'est un peu dégueulasse, mais bref. Mais, ah non, écoute non, mais je fais des blagues à la base, en fait, et on parle beaucoup trop sérieusement depuis le début, en fait. C'est toujours ça. Mais les gens, à la base, viennent ici pour parler de trucs hyper cool, mais je pense qu'il faut vraiment que... Je suis le psy, là, putain. Non, mais j'adore, hein. Vraiment, j'adore. Mais du coup, de temps en temps, faire comprendre que je fais des blagues aussi, c'est à la base, le mec est drôle, hein. Il fait pas que parler de thérapie. Exactement. Mais voilà, en tout cas, je sais plus pareil où on en était encore, mais c'est important, tout ça. Non, mais ce qui est important, parce qu'en plus, on va devoir terminer cet épisode, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est hyper important d'apprendre à se connaître pour pouvoir, du coup, déjà, clairement, ne pas attendre, en fait, d'être un burn-out ou d'avoir un décès dans une famille ou de plus parler à son père pendant 10 ans, enfin... C'est pas du tout des exemples qui te concernent en plus. Mais non, mais tu vois, voilà, jamais attendre en tout cas d'avoir un choc et vraiment un drame de la vie, tu vois, pour pouvoir se... Ça, c'est dur. Honnêtement, tu vois, ça, c'est l'idéal. Mais moi, j'ai eu besoin de me prendre des grandes portes dans la gueule pour le comprendre et faire mon travail. Du coup, ça, c'est l'idéal et je suis totalement d'accord avec toi. Mais moi, dans mon caractère et mon fonctionnement, c'était impossible pour moi. Et du coup, c'est ces chocs qui m'ont permis de... comme tu disais tout à l'heure, en fait, comme ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les faits, c'est hyper simple à dire. Mais par contre, quand il faut le faire, vraiment, c'est bien plus difficile. Mais en tout cas, l'importance de bien se connaître aussi, c'est de pouvoir justement apprendre sur soi que, ça se trouve, tu es un extraverti. En fait, finalement, il y a des gens qui pensent que c'est des extravertis, mais en fait, non, ils sont totalement introvertis et c'est OK. Moi, c'est pareil, j'ai appris aussi pendant mes thérapies que j'avais besoin de mes moments de solitude, un peu comme toi, c'est-à-dire que je sens que j'ai besoin de voir du monde, mais j'ai aussi, une fois que je suis à bloc, il faut que je me prenne un peu de temps, que j'aille faire du sport, que vraiment je me retrouve un peu tout seul. Ça ne dure pas très longtemps, mais malgré tout, voilà. Par exemple, contrairement à mon copain qui, lui, est un extraverti fois 1000, c'est-à-dire que lui, il peut voir tout le temps du monde, absolument tout le temps. Ça ne le dérange pas du tout. Alors que moi, au bout d'un moment, j'en ai marre. T'as envie d'être chez toi, d'avoir ton intimité, tes choses. Voilà. C'est ça. Et du coup, je pense que quand tu sais ça, déjà dans une relation, ça peut forcément que t'aider. Dans ta vie, même dans ta future relation, si jamais tu n'as pas encore rencontré la perle, tu peux te dire qu'au moins, tu sais ce qui te convient, ce qui te convient pas. Toi, tu fais gagner du temps à la personne aussi. Ouais, c'est clair. Toi aussi, d'ailleurs, t'en gagnes, parce que forcément, quand tu vois que ça va être un syndrome de l'infirmière, tu perds pas tes 3 mois et tu te fais pas mal, quoi. Voilà. Et puis c'est important, quand tu es dans la relation, après, de pouvoir, ou même juste dans la vie, dans ton travail et tout, de pouvoir poser tes limites, communiquer, savoir ce qui te convient pas, et se dire ok, ça j'y vais parce que je sais que je vais être super, par contre ça j'y vais pas parce que je sais que c'est vraiment pas du tout ce qu'il me faut. Ou au contraire, parfois tu peux aussi te dire ok, ça je sais que ça va être un gros challenge pour moi parce que c'est un énorme travail que je fais en ce moment sur moi. Donc vas-y, j'y vais et on verra ce qui se passe et ce sera l'occasion d'en parler avec ta psy. Totalement. Mais poser les limites, la chose pour moi la plus importante. Vraiment. Dans tous les pans de la vie, au travail. Trop de travail, pose tes limites avec ton chef, t'en parles. Complètement. Une relation, bref, il te dit quelque chose de sexiste ou autre, stop dès maintenant. En fait, là, c'est un petit peu inapproprié ce que tu me dis, Robert, dans les relations amoureuses. Voilà. Et après, attends, il y a ça aussi dont je voulais te parler quand même là-dedans. On est quand même là pour parler d'amour. Une relation, c'est quand même aussi 2 individus
qui ont leur individualité, ces deux cercles qui sont là, et quand tu les fais se rencontrer, la relation, c'est le petit truc qui est au milieu là, de la rencontre des deux. Et aujourd'hui, moi, c'est dans le côté engagement et le côté tout ça, parce qu'il y a tellement de côté développement personnel, etc., que beaucoup se disent, moi, mes limites, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, le couple, ce sera que comme ça, que s'il accepte ci, si elle accepte ça, machin. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, un couple, c'est deux entités individuelles, mais qui se rencontrent. Et dans toute rencontre, il faut aussi faire des compromis pour que ça marche. Parce que la personne n'est pas exactement comme toi, elle n'a pas exactement les mêmes besoins, elle n'a pas exactement les mêmes envies. Et ça, c'est aussi un truc hyper important. Il ne faut pas imposer... Parce qu'on est un peu fucked up dans les relations, je pense, aujourd'hui. Et ça, il faut accepter de faire des compromis. En fait, c'est pas grave. C'est des petits compromis qu'il faut faire. Si c'est des trop gros, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble. C'est pas grave, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Mais le petit compromis est hyper important pour qu'une relation fonctionne, en fait. Oui, que ce soit en amitié, en amour, ça, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, accepter que l'autre n'est pas pareil que toi. Personne ne sera parfait pour toi, 100%. C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, Nicolas de chez Bisou, donc le fondateur de chez Bisou, qui me parlait de ça dernièrement, en me disant que... Parce que je parlais aussi de l'amitié, et donc dans l'épisode sur le ghosting, je raconte que moi, je me suis fait ghoster par une amie, et donc je raconte tout ça et tout. C'est dur. Hein. Ouais, et, c'est chaud. Ouais, c'est dur. Et en fait, il me disait, mais tu sais, en fait, dans la vie... moi, je pense que tu peux pas choisir tes potes en fonction de leur qualité, que de leur qualité. Il faut aussi savoir si tu vas dealer avec leurs défauts et que si ce défaut-là, de cette meuf-là, c'est-à-dire qu'elle est complètement fuyante et qu'elle ne veut pas t'affronter, etc., ça te rend ouf, bah... C'est pas grave, ça peut pas être ton ami et c'est pas grave. Et tant pis, ça a été ton ami pendant un moment et maintenant ça le sera. Voilà. Et en fait, ces mots-là m'ont fait quand même beaucoup de bien parce que je me suis dit, c'est vrai que en fait, je fonctionne pas de la même manière. Je peux pas imposer à l'autre de fonctionner de la même manière. Et en fait, ça fait partie de son défaut. Comme moi, mon défaut d'être une grande gueule qui met les pieds dans le plat bien comme il faut parfois, tu vois. C'est ça. Est-ce que tu es prêt à l'accepter ou pas ? Et qu'est-ce que t'apporte la relation ? Si ça t'apporte plus de positif que de négatif, très bien, tu continues. Si c'est l'inverse, au bout d'un moment, il faut savoir arrêter. Quoi. Exactement, et poser ses limites. Exactement. Écoute, merci beaucoup, Bertrand. Merci à toi. C'était cool. C'était très sympa. Bon, en effet, c'est vrai qu'on est quand même vachement sérieux. Donc, on va refaire un autre épisode où on sera peut-être plus détendu. Avec plaisir, quand tu veux, t'inquiète. Et on parlera... Moi, j'aimerais bien qu'on parle de la peur du vide, en tout cas, du fait de ne pas en avoir peur, parce que je pense que ça mérite vraiment un épisode entier sur une note un petit peu plus détendue quand même. Mais en tout cas, merci pour ce moment et on se retrouve bientôt pour un autre épisode. Avec plaisir. Merci. Bisous.